Le coma, ça se définit comme ça. Maintenant, vous pouvez trouver une autre définition. Abolition de la conscience et de la vigilance non réversible par les stimulations. Le malade n'est pas conscient, il n'est pas vigilant, et on a beau le stimuler, il ne se réveille pas. Parce que celui qui dort, on le stimule, il se réveille. J'ai parlé de la gravité des états de choc. Il faut parler de la gravité des comas aussi. Quand on a un coma, on veut tout de suite savoir si on est dans une situation de gravité extrême qui va nécessiter une agilité dans la prise en charge, ou alors si ça peut nous laisser le temps de réfléchir, de faire autre chose. Donc la gravité se définit par rapport à la profondeur du coma. Donc dès que le Glasgow Coma Scale est inférieur à 9, on est dans un coma grave. Le Glasgow, vous le connaissez, je vais vous faire passer dans un petit moment. Le coma est grave parce qu'il y a une décortication. Vous savez ce que c'est que la décortication? Vous stimulez quelqu'un, il fait... Voilà, il fait comme ça. La décérébration, vous le stimulez, il fait comme ça. Extension, mais avec du tonus, quoi. Avec de la rigidité. Mais chérie, là. Durée. Un coma qui est duré, c'est forcément un coma grave. C'est les malades, par exemple, qu'on découvre chez eux après avoir été comateux pendant longtemps. Et on sait que le coma a duré parce qu'ils ont, par exemple, un hématome au point de compression ou parce qu'ils sont en hypothermie. On sait que ça a duré 24 heures, 48 heures. Ça, c'est très grave. Un coma est grave de par les complications, parce que le malade a inhalé et il s'est mis en détresse respiratoire. Et vous pensez que quand on a une double détresse, c'est toujours très mauvais. L'hypoxémie, vous savez ce que ça fait sur le cerveau. L'hypotension artérielle, vous savez ce que ça fait sur le cerveau. D'accord? Hypoventilation, collapsus, la même chose. Quelqu'un qui est en hypotension artérielle et qui est comateux, c'est quelqu'un dont le cerveau risque de mourir très vite. Il y a gravité parce qu'il y a une hypertension intracrânienne, parce que l'hypertension intracrânienne, voilà, ça empêche le cerveau d'être irrigué. Et les signes d'hypertension intracrânienne, vous les savez, c'est quelqu'un qui avait des céphalées avant qu'il ne tombe dans le coma, qui vomissait, qui a un œdème papillaire, si on lui fait un fond d'œil. L'échelle de Glasgow, vous l'avez ici, donc vous devez la connaître par cœur. La gravité, ça peut être dû à un engagement. Vous savez ce que c'est qu'un engagement? Le cerveau est dans une boîte crânienne inextensible. Donc s'il gonfle, qu'est-ce qu'il va faire ce cerveau? Il va aller là où il peut. Il va aller au niveau des zones, on va dire, où il y a la possibilité qu'il s'engouffre. Et le cerveau va s'engouffrer sous la faux. Un hémisphère peut s'engouffrer sous la faux et comprimer l'autre hémisphère. Et si ça comprime l'autre hémisphère, c'est très grave. Il peut aller sous la tente du cervelet, n'est-ce pas? Et comprimer le cervelet, et comprimer surtout le tronc cérébral. Et vous avez par exemple la midriase unilatérale, qu'on voit dans les hématomes extraduraux. Maintenant, l'engagement le plus grave, c'est par le trou occipital. S'il y a engagement par le trou occipital, c'est la mort. Donc les signes d'engagement, c'est l'hypertonie en flexion, en extension. Donc quand j'ai dit décérébration tout à l'heure ou décortication, on est déjà dans l'engagement. L'hypertension artérielle, ça signe l'engagement cérébral parce que quand on a un engagement sous la tente du cervelet, on comprime l'hypothalamus. Donc on peut déclencher une hypertension artérielle, on peut déclencher des troubles du rythme cardiaque. Vous avez le myosis ou le midriase réactif. Myosis bilatéral réactif, on appelle ça un stade protubérantiel. C'est quand la protubérance est atteinte. Midriase bilatérale, c'est quand c'est un stade bulbaire. Vous connaissez les stades? Cortical, sous-cortical, protubérantiel, bulbaire. Bâillement. Le bâillement, c'est pas bon. Ça signe une atteinte du tronc cérébral. On peut avoir une gravité de par l'étiologie, de par la cause. L'hypoglycémie, c'est très grave comme étiologie. Parce qu'on peut rester hypoglycémique 1, 2, 3 minutes. D'un côté, très facile. Gravité. L'état de mal convulsif, c'est grave aussi. L'overdose, heureusement que ce n'est pas notre apanage. Traumatisme, dans le cadre d'un coma traumatique, quand il s'associe à l'atteinte neurologique, une lésion thoracique ou un état de choc, c'est très grave aussi parce que, je vous disais,
deux détresses qui s'additionnent, c'est pas bon. Et vous avez le plus grave de tous les comas, qui est le coma post-anoxique. Quand on a fait un arrêt cardiaque, qu'on n'a pas été assez prompt à faire de la réanimation et qu'on fait un coma post-anoxique, c'est très grave parce que, ça je vous l'ai expliqué la dernière fois. Voilà. Alors quand on est dans la gravité et qu'on veuille prendre en charge de façon standard tous les comas, parce que tous les comas ont un traitement standard et puis bien sûr un traitement en fonction de l'étiologie. Alors le traitement d'un coma ou la prise en charge d'un coma demande une logistique. La logistique de base, c'est de l'oxygène. L'oxygène, voilà, ça sert partout. C'est l'oxymètre de pouls, c'est l'aspirateur de mucosité, soit électrique, lequel on peut aspirer pas mal, le respirateur, la seringue électrique, la couverture de survie, le scope défibrillateur, la glycémie capillaire. Donc tout cela, on en a besoin, peut-être pas pour tous les comas, mais en fonction de l'étiologie, on peut avoir besoin de l'une ou de l'autre des méthodes que j'ai décrites. Pour prendre en charge un coma, on a besoin de drogues d'anesthésie et réanimation, benzodiazépine par exemple, pour traiter un état de mal convulsif ou des convulsions, le thiopental pour endormir et pour traiter un état de mal convulsif aussi. Malheureusement, le thiopental, on ne l'a plus. Les morphiniques, quand on ventile quelqu'un, on lui met des morphiniques pour le sédater. On a besoin de drogues vasoactives pour le cas où le malade fait une hypotension artérielle. Vous savez que quand on fait un engagement axial, on fait de l'hypotension artérielle, hein, par le même mécanisme que je vous ai dit quand je vous ai parlé de traumatisme du rachis cervical. On peut avoir besoin d'atropine chez les malades bradycardes, on peut avoir besoin de corticoïdes, de diurétiques pour traiter l'œdème cérébral. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait pour le traitement standard d'un malade comateux? Eh bien, libération des voies aériennes, comme ce qu'on fait dans les états de choc grave, ça revient à peu près à la même chose. Ventilation artificielle au masque, plus ballon autoremplisseur, vous retrouvez les mêmes items que quand j'ai parlé d'état de choc grave. Si pas de réveil, c'est-à-dire que si en oxygénant, en ventilant un peu, le malade ne se réveille pas, parce qu'il peut arriver que le malade se réveille très vite, parce que c'était passager. Si pas de réveil, c'est-à-dire pas de contact verbal, ou qu'en plus il y a une détresse respiratoire, eh bien ça va être l'intubation, la ventilation, parce qu'il s'agit ici de protéger les voies aériennes. Hein. On ne va pas faire ça chez quelqu'un qui fait une hypoglycémie et qu'on diagnostique très vite. Il suffit de mettre du glucose pour que le malade se réveille. Donc c'est pour cela que je dis, pour aller à la ventilation et à l'intubation, il faut que effectivement le coma dure un peu et que les mesures antidote par exemple, au glucose ne suffisent pas pour que le malade se réveille très vite. Plus ou moins anesthésie, ventilation contrôlée avec sédation. Alors, on sédate généralement les malades avec du midazolam. Vous savez ce que c'est que le midazolam? C'est l'iplovelle, c'est une benzodiazépine injectable. Fentanyl, c'est un morphinique. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, ça peut être un autre morphinique. Mais tout cela, vous allez l'apprendre dans vos passages en réanimation aux urgences. Pendant 48 heures et réévaluation. Quand on décide de ventiler un malade comateux, eh ben on fait ça pendant 48 heures. Pendant 48 heures, le malade est anesthésié et on lève la sédation pour l'évaluer après 48 heures, pour savoir s'il s'améliore ou pas. Sonde gastrique, sonde urinaire, ça c'est du standard aussi, scope, SPO2, voie veineuse, 2 cycolapsus, hein. Sinon une seule voie veineuse, on fait des prélèvements qui peuvent aider au diagnostic, mais ça va aussi aider pour le suivi du traitement. NFS, électrolyte, CRAS, glycémie, urée, créatine. Surélévation de la tête, hein, un malade comateux, on a intérêt à ce que sa tête soit surélevée. Donc, il faut qu'il soit à 30 degrés ou à 45 degrés. Pas à plat, parce que sinon on augmente l'œdème cérébral, n'est-ce pas? Furosémide 20 mg IV, mannitol à 0,25 à 0,5 g kg, ça c'est pour traiter l'œdème cérébral. Parce que quand il y a un coma, il y a généralement de l'œdème cérébral. Enfin, le mannitol, vous avez déjà vu? Alors quand on dit 0,5 g par kilo, ça veut dire, chez quelqu'un qui pèse 70 kg, ça veut dire 35 grammes. Alors le mannitol, ça existe à 10 ou à 20%, ben vous faites le calcul pour que vous ayez le nombre de millilitres à passer. Glycémie capillaire systématique, à chaque fois que vous avez un coma, sans réfléchir, faites une glycémie capillaire. Et si le malade est une hypoglycémie, mettez-lui du glucose. Alors j'ai mis G30, 20 à 40 mg. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas du G30, vous n'allez pas traiter le malade. Je vous dis ça parce que j'ai vu des fois dans les services les gens courir à droite et à gauche. Qu'est-ce que vous faites? On cherche du G30 et ils mettent 10 heures à chercher du G30, ils ne le trouvent pas. D'autant plus qu'effectivement on ne l'a plus pratiquement dans les hôpitaux.
Et ils ont du glucosé 5% à côté. Ils ont du 10% à côté, du 15% la pluie. Il suffit de passer du glucose, quelle que soit la concentration, du G5. Vous savez, quand on... Hein? Qu'est-ce que ça va aggraver? Ce que dit le G5 pour traiter une hypoglycémie. Quand on dit glucose à 5%, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 grammes par 100 millilitres. Donc 500 millilitres, ça contient 25 grammes. On n'a pas besoin de 25 grammes pour traiter une hypoglycémie. On a besoin de très peu de glucose. À ce propos, je vais vous raconter une anecdote. Tiens, ça me revient. Une fois, il y a longtemps, j'étais dans une structure hospitalière. J'étais réanimateur. Et il y avait quelqu'un qui voyait des malades aux urgences. Médecin. Ben, je rentre, les infirmiers me disent, si فلان مكرفس علينا اليوم. كيسبنا وكيتكرفس علينا. مشيت عنده قلت له Une heure après, on vient me dire, ah, c'est devenu intolérable. Le malade était devenu... Je suis parti le voir, il était effectivement dans un état de délire, de confusion monstre. Moi, je pensais qu'il décompensait une maladie psychiatrique. Donc, j'ai appelé sa famille, je l'ai mis sur un lit, parce qu'il ne pouvait plus travailler. J'ai mis sur un lit, j'ai appelé sa famille, et j'ai appelé un hôpital psychiatrique pour le leur envoyer, en pensant qu'il était en train de faire une bouffée délirante. Et en attendant, je me suis dit, puisque je le transfère, je le pique. Je lui ai mis une voie veineuse et j'ai mis du glucose. Après peut-être 10 gouttes ou 15 gouttes de sérum glucosé, le gars nous dit, c'est un souci. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis diabétique. Et personne ne le sait, sauf mon père. Ben, il a suffi de quelques gouttes de glucose pour qu'il retrouve ses esprits. On n'a pas besoin d'une tonne de glucose. D'ailleurs, quand quelqu'un fait une hypoglycémie et qu'il sait que ça vient, que ça va arriver, parce que les malades le savent des fois, ils savent que l'hypoglycémie arrive, mais s'ils mettent 3 minutes, 4 minutes pour réagir, après ils ne peuvent plus réagir, parce qu'ils perdent leurs moyens. Donc, au moment où ils sont encore lucides, s'ils mettent un petit peu de sucre, un petit peu de miel, ça disparaît très vite. Donc, dans tous les écrits, vous allez trouver 20, 40 minutes de G30, etc. Du glucose. Et puis, l'œdème cérébral, je vous ai dit que quand on traite un coma, il ne faut pas mettre du G5, mais je parle des comas qui vont durer. L'hypoglycémie, ça va durer très peu. Anticonvulsivant, midazolam, c'est l'iplovem. Chez un adulte, généralement, une ampoule de 5 mg. Et puis, les traitements étiologiques. Traitement étiologique, vous pensez que les étiologies, il y en a énormément. Alors si je vous disais les étiologies d'un coma, ça, je fais cet exercice au service, avec les externes, avec même les internes, et chacun me sort une étiologie. Hyponatrémie, traumatisme crânien, on ne s'en sort pas comme ça, parce qu'il y a 60 000 étiologies. Alors pour vous en sortir, s'agissant des étiologies des comas, eh ben, classez-les en grande rubrique. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver. Vous allez dire, c'est peut-être un coma métabolique. Et dans les comas métaboliques, il n'y a pas 60 000. Dans les comas métaboliques, il y a les comas chez le diabétique. Un diabétique peut faire un coma acidocétosique, qui est rarement un coma hyperosmolaire, qui est très souvent un coma. Et il est très facile de savoir si c'est un coma chez un diabétique, parce que le diabétique, il se sait diabétique, ou sa famille le sait. Et puis vous faites toujours une glycémie, n'est-ce pas, pour savoir si le sueur, la polypnée, donc vous êtes très vite aiguillé. Les comas métaboliques, c'est l'hypoglycémie. Eh ben, je vous ai dit, ça c'est un réflexe qu'il faut avoir, toujours glycémie capillaire, parce que vous pouvez sauver des vies comme ça. Acidocétose, hyperosmolarité, voilà. Donc, Hadouma, les comas chez le diabétique, le glucose chez l'hypoglycémique, l'hydratation, l'insuline intraveineuse, dans l'acidocétose et dans le coma hyperosmolaire. Alors ça, c'est des cours que vous avez déjà eus, donc vous savez comment est-ce qu'on traite. Dans les comas métaboliques, on peut inclure l'encéphalopathie hépatique.
Et on sait que c'est une encéphalopathies hépatique parce que le malade a un passé de cirrhose, il est ictérique, il a une acide, bref, il a tous les signes qui vous aiguillent dessus, cirrhose, ictère, peut-être un éthylisme chronique. Maintenant, sachez que le coma respiratoire du bronchopathe chronique obstructif qui décompense ressemble beaucoup au coma hépatique, sauf qu'il n'y a pas d'ictère. Mais s'agissant de l'astérixis, vous voyez ce que c'est que l'astérixis? S'agissant de la rigidité extrapyramidale, vous avez déjà vu ça? L'astérixis, vous demandez, quand le malade n'est pas comateux, quand il est en pré-coma, vous lui demandez de faire ça, et de temps en temps, il y a son doigt ou sa main qui tombe. C'est une perte du tonus des petits muscles. Donc ce n'est pas un tremblement, c'est... De temps en temps, il y a le doigt qui tombe, ou les doigts qui tombent. La rigidité extrapyramidale, vous prenez l'avant-bras et vous faites comme ça, et vous allez sentir une rigidité qui va céder par à coup. C'est le phénomène de la roue dentée. Ça fait tac, tac, tac. Traitement de la cause décompensatrice, c'est comme ça qu'on traite les comas hépatiques. Généralement, c'est l'infection, mais ça peut être l'hémorragie, ça peut être un trouble ionique, une hyponatrémie en l'occurrence. Dans les comas métaboliques, vous avez l'hyponatrémie et l'hypercalcémie, vous pouvez oublier, ça donne rarement des comas. C'est du domaine de l'exception. Mais c'est surtout l'hyponatrémie. Hein, voilà. Parce que le malade est sodiurétique, parce qu'il est déshydraté, parce qu'il est... Bref. Les comas infectieux. Alors, les comas métaboliques, les comas infectieux, à chaque fois que vous... Ça doit être un réflexe. À chaque fois que vous avez un malade comateux qui a une fièvre, la première chose que vous devriez faire, c'est une PL. Voilà. En pensant que c'est peut-être une méningite. Ça, je voudrais que ça soit, je veux dire, intégré une fois pour toutes, sans état d'âme, sans penser à la possibilité que le malade puisse s'engager, etc. Tout ça, c'est de la littérature. Parce que la méningite bactérienne qui va donner un coma est une urgence extrême et c'est une indication, je l'ai dit pour le choc septique tout à l'heure, c'est une indication d'antibiothérapie sans délai. Sans délai. Tout de suite. On fait le diagnostic de la méningite, on la suspecte sans avoir fait le diagnostic, avant que le résultat de la PN apparaisse, on met un antibiotique. Parce qu'il y va du pronostic après. Donc, comme infectieux, ça veut dire les méningites, ça veut dire les méningocéphalites, l'abcès, fièvre, signe méningé, bien sûr TDM après si on doute, parce qu'il s'agit de mettre une antibiothérapie très vite. Et si c'est un abcès cérébral, le traitement va être un drainage. Les comas neurologiques, donc les métaboliques, infectieux, neurologiques. Neurologique, ça veut dire que c'est dû à une atteinte neurologique, à une atteinte organique du cerveau. Un accident vasculaire cérébral, encéphalopathie hypertensive, hémorragie méningée, traumatisme crânien, thrombophlébite. Alors, les diagnostics se font en fonction du contexte. Quelqu'un qui est connu cancéreux, vous allez dire que c'est peut-être une tumeur ou des métastases cérébrales. Signe de localisation. Quand on a un AVC, généralement, on a un signe de localisation, c'est-à-dire une hémiplégie, par exemple, une monoplégie, une monoparésie. Signe méningé. Dans le cadre d'une hémorragie méningée, vous avez la même chose que dans une méningite. Sans peut-être la fièvre, mais avec aussi peut-être de la fièvre, parce que dans les hémorragies méningées, on peut faire de la fièvre. Donc, la raideur méningée. Les problèmes cardiovasculaires, chez quelqu'un qui est âgé, qui est hypertendu, qui a un souffle cardiaque ou carotidien, vous pensez tout de suite à l'accident vasculaire cérébral. Et bien là, le traitement, c'est un traitement antihypertenseur, c'est des anticoagulants, c'est une chirurgie, pourquoi pas, n'est-ce pas? Les comas toxiques, on va parler des intoxications demain, c'est aussi une rubrique. Coma toxique, vous y pensez, parce qu'il s'agit de jeunes, n'est-ce pas? Parce que c'est les jeunes qui font ça plus que les sujets âgés, les femmes plus que les hommes. Vous avez un contexte de tentative d'autolyse, un contexte d'intoxication de masse, comme le CO par exemple, overdose, mais ça c'est pas nous, hein. En tout cas j'espère. Et vous avez le syndrome malin des neuroleptiques. Vous le connaissez, le syndrome malin des neuroleptiques, hein? Donc, c'est pas la peine que je vous en parle. Donc, vous y pensez, parce que c'est quelqu'un qui est sous neuroleptique, qui est déjà hospitalisé en psychiatrie, il vient avec une hyperventilation intense, avec 42 fièvre. Le syndrome malin des neuroleptiques, c'est comme l'hyperthermie maligne du coup de chaleur.
ou l'hyperthermie maligne anesthésique. C'est comme la crise aiguë thyréotoxique dans la maladie de base d'eau. Ça donne exactement la même chose. C'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, mais c'est exactement les mêmes caractéristiques. Alors, boîte vide, toxicomanie, chauffe-eau, atteinte collective, alors tout ça, ça vous oriente justement vers le coma toxique. Toujours dans les étiologies, les traitements étiologiques, vous avez les convulsions. Donc quand on convulse, on fait un coma post-critique. Et quand on fait un état de mal convulsé, c'est encore plus grave. Donc c'est quelqu'un qui est connu épileptique, ou c'est quelqu'un qui déclare une épilepsie, alors à ce moment-là, vous pensez que c'est peut-être secondaire à quelque chose, vous faites un scanner, vous trouvez un cancer. Maintenant, ça peut être une hyponatrémie. Alors à propos d'hyponatrémie, moi j'ai vécu 4 situations d'hyponatrémie grave chez des patientes qui prenaient de l'endoxan. Donc on leur met de l'endoxan, et quand on met de l'endoxan, on dit aux malades de boire beaucoup. Et au lieu de boire 1 litre, elles boivent 5 litres, 10 litres. L'une d'elles m'a dit, une fois qu'elle s'est réveillée, elle m'a dit, et voilà, je chante bzaf parce qu'on m'a dit de boire une bouteille. Je lui ai dit, mais quelle bouteille tu as prise? Elle m'a montré, elle dit, c'est trop. Sauf que l'endoxan, c'est responsable d'un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, je vous en parlerai dans un autre cours, et que il y a des syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH plus 5 litres de Ain-Saïs, et ben ça fait une hyponatrémie grave. Donc il faut y penser de temps en temps, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en parler après. Donc, coma post-critique, morsure de la langue, ça vous aiguille sur les convulsions. Mixant spontané, ça vous aiguille aussi sur les convulsions. Et on traite les convulsions comment? Par une benzodiazépine, le midazolam, c'est diplovel, donc une ampoule. Ça vous permet d'arrêter les convulsions. Phénobarbital après, parce que le midazolam, c'est un anticonvulsivant, ça veut dire qu'il arrête les convulsions, mais il y a un traitement qu'on va donner pour éviter que le malade ne reconvulse. Ça, c'est pas le midazolam. Ça, c'est le phénobarbital qui est le Gardénal. Le Gardénal, 10 mg kg IV, puis 5 mg kg par jour. Donc on fait les deux en même temps. Attention, après qu'on ait fait tout ça, recherchez systématiquement un point d'impact associé. Il ne suffit pas de dire que le malade a une hypoglycémie, et donc c'est ça la cause de son coma, parce qu'on a découvert qu'il est hypoglycémique, et qu'il est diabétique, et qu'il a fait une hypoglycémie effectivement, peut-être même que la famille nous dit que c'est une hypoglycémie. Parce qu'il peut faire une hypoglycémie et tomber, et se casser la tête, et faire un hématome extradural. Donc cherchez un point d'impact, parce qu'on peut tomber après coup. Glycémie capillaire systématique, mais une hypoglycémie peut cacher une autre cause de coma. Donc ça, dans le même sens que ce que j'ai dit à l'instant. Il y a des pièges, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui ont des atteintes neurologiques qui ne relèvent pas du coma. C'est les déficits sensoriels, c'est la simulation. Il y a des gens qui simulent un coma, c'est les problèmes psychiatriques. Voilà, pour ne pas taxer de coma ce qui ne l'est pas. Perfusion de base, NaCl, ou lactate, sauf si hypoglycémie. N'est-ce pas? S'il n'y a pas d'hypoglycémie, pas de glucose.